Cette table ronde s'intitule Comment la cartographie des zones inondables nous mobilise-t-elle? À la présidence, M. Marc-André Bourgault est professeur adjoint au département de géographie de l'Université Laval. Il s'intéresse à l'interaction entre les écosystèmes et le cycle de l'eau des milieux naturels et perturbés. Il a acquis une solide expertise dans les domaines de l'hydrologie des milieux humides, de l'hydroclimatologie, des changements climatiques, de la modélisation numérique ainsi que de la valorisation des données. Monsieur Bourgault. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être ici et essayer de vous faire décoller. Donc, en fait, je vais essayer de vous faire décoller avec la première table ronde. Comme Charles le mentionnait, c'est une table ronde qui va être sur comment cartographier les zones comment la cartographie des zones inondables nous mobilise-t-elle. Je vais faire une brève introduction. Donc, en fait, le fonctionnement de la table ronde, ça sera tout d'abord, je vais faire cette introduction. Par la suite, je vais accueillir la professeure Mélanie Trudel qui va nous faire une présentation de 20 minutes. Par la suite, je vais accueillir deux autres personnes qui vont se joindre à nous, en fait, pour participer à la table ronde. Nous serons, en fait, ils seront trois et moi quatre. Et par la suite, donc ça va durer 30 minutes. Et par la suite, nous allons prendre des questions de la salle. Donc, vous tous et toutes, et aussi en ligne. Donc, je vais essayer de jongler avec toutes ces questions-là, puis en fait, faire interagir. Et moi-même, je vais poser des questions. Donc, en fait, la première table ronde, on le sait, la cartographie, c'est un outil qui est indispensable pour planifier la gestion du territoire, pour la prévention des inondations. On l'a vu dernièrement avec des cartographies préliminaires, comment la cartographie est au centre de la discussion. C'est l'outil qui est transmis vraiment pour pouvoir décider. Elle permet également d'aider les autorités locales et nationales à prendre des décisions qui sont éclairées pour protéger les populations et les infrastructures. Cependant, dans le cas du Québec, plusieurs acteurs s'inquiètent des répercussions de cette nouvelle cartographie qui apparaîtra dans les prochains mois. On a déjà eu un avant-goût de cette cartographie récemment avec la CMM. Et par la suite, donc en fait, plusieurs personnes s'inquiètent des répercussions sur les lois, la construction, la valeur de la propriété, l'aménagement du territoire et le secteur de l'assurance. Donc, cette conférence explore en fait ce que seraient les avantages et les enjeux de la cartographie. Donc, voilà la table ronde. Donc, je vais présenter notre première conférencière, Mélanie Trudel, qui est professeure au département de génie civil et génie des bâtiments de l'Université de Sherbrooke depuis 2017. Ses intérêts portent sur l'utilisation de la télédétection pour le suivi des ressources en eau. Elle s'intéresse également à la modélisation de la ressource en eau et à l'impact des changements climatiques sur celle-ci et poursuit ses recherches sur l'eau, autant à l'aide de drones que de satellites. Donc, Mélanie, je t'accueillerai. Alors, bonjour à tous. Je suis honorée de débuter les conférences et puis on m'a demandé un peu de mettre la table en vous parlant de la cartographie des zones inondables, des innovations récentes en cartographie des zones inondables. Avec un peu en toile de fond la question pourquoi les cartes de zones inondables vont changer par rapport aux précédentes cartes. Il y a eu beaucoup d'innovations technologiques et d'innovations en modélisation dans les 10-15 dernières années. Et donc, tout ça va se transmettre dans la nouvelle cartographie des zones inondables. La cartographie, je présente ici un schéma qui provient de Ressources naturelles Canada sur le cycle un petit peu de la cartographie des zones inondables. Donc, on parle d'établir les priorités, de la collecte des données, de l'évaluation des aléas, également de la modélisation de la cartographie, mais aussi la communication et l'évaluation des risques ainsi que l'atténuation. Donc, mon domaine d'expertise touche vraiment la collecte de données, l'évaluation des aléas et la modélisation. Et c'est
ce que je vais vous parler dans les prochaines minutes. Et puis le reste de la journée, les autres différents thèmes vont être abordés. Donc, on va débuter par ces aspects-là et qu'est-ce qui a changé dans ces trois aspects. Je tiens à remercier également des collègues, Pascal Biron de l'Université Concordia, Anne-Marie Laroche de l'Université de Moncton, Thomas Buffin-Bélanger de l'Université du Québec à Rimouski. On a monté une formation sur la cartographie des zones inondables il y a quelques années et j'ai repris une partie du matériel de présentation, donc avec l'accord de ces collègues là, que je remercie. Tout d'abord, je voulais introduire les différents types d'inondations. Donc, on va avoir des inondations qu'on dit en eau libre qui proviennent d'un cours d'eau. C'est essentiellement ce qui était cartographié historiquement et c'est encore ce qu'on cartographie majoritairement. Mais on a aussi des inondations qui proviennent d'embâcles, que ce soit des embâcles de glace ou des embâcles de bois selon le territoire. On parle de torrentialité. Donc, torrentialité, on a un débit qui transporte des sédiments, comme on peut voir donc ici sur l'image de l'inondation à Quaticook en 2015, où là, en plus d'eau, on a des sédiments là, qui vont se retrouver sur les terrains. On va avoir de la submersion côtière, on va avoir l'impact des estuaires. Ces aspects sont maintenant de plus en plus tenus compte dans la cartographie, mais on parle aussi des refoulements d'égouts. Donc, on parle de rupture de barrage. Donc, les ruptures de barrage, eux, sont traitées par la loi sur la sécurité des barrages, ne sont pas inclus dans la cartographie des zones inondables. Et aussi ce qu'on appelle l'exfiltration, qui est le rehaussement de la nappe phréatique. Donc, on tente de tenir compte de plusieurs types d'inondations, mais même les cartes actuelles ou les cartes qui seront proposées, bien, ne tiennent pas compte de tous les aléas. Oh. Alors, je commence avec la collecte de données. On l'oublie, mais avant 2015, on n'avait pas de données LIDAR. Bon, c'est quoi ça, la donnée LIDAR? Ça caractérise notre territoire, un modèle numérique d'élévation. Connaître avec précision l'élévation du territoire, on n'avait pas ça avant 2015. Donc, depuis 2015, cette donnée-là est acquise sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a vous allez voir dans la prochaine diapo, là, de plus en plus, depuis les dernières années, on a tout le sud du Québec qui est couvert par les données LIDAR qui sont aéroportées. Et là, avec cette résolution de 1 mètre, et même plus, parce que maintenant on en fait avec du LIDAR, bien, on est capable de caractériser la plaine d'inondation. Toutefois, ça ne nous permet pas d'avoir le lit de la rivière, donc ce qu'on appelle la bathymétrie. Donc, si je montre ici, oh, je ne sais pas si c'est OK. Donc, si je montre ici, peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais on a la résolution ici, là, on voit qu'il y a des cartes 2019, 2022, 2023. Donc, il y en a qui sont plus récentes, mais maintenant, l'ensemble du sud du Québec est couvert. C'est plus éparse au Canada. Mais maintenant qu'on a tout le sud du Québec, ce qui serait important pour les prochaines années, c'est de continuer cette cartographie et de refaire des données, l'acquisition de données LIDAR sur des territoires qui sont mobiles, où les rivières bougent. Donc, cette donnée-là, elle est le cœur de toute la cartographie. On a maintenant aussi beaucoup plus d'instruments pour aller sur le terrain, prendre des mesures. Donc, ce qu'on appelle communément les GPS, donc on appelle ça des GNSS dans notre jargon, sont de plus en plus précis, mais aussi de plus en plus efficaces pour prendre des mesures sur le terrain. Lorsqu'on veut avoir une bonne cartographie des zones inondables, on veut valider, on veut ajuster nos modèles avec des observations. Pour ça, il faut prendre des observations durant une inondation ou du moins durant une crue. Ça peut être dangereux.
Donc, on veut être en mesure, puis c'est difficile de couvrir tout le territoire dans un court laps de temps. Donc, on veut des instruments qui nous permettent de prendre beaucoup de mesures rapidement. Et de plus en plus, ces instruments-là sont disponibles. Et de plus en plus aussi, on utilise les drones. Donc, les drones, vous dites un drone dans une inondation. Et oui, les drones maintenant peuvent voler sous la pluie jusqu'à 5 mm par heure. Donc, ils peuvent aller dans du vent, 50 km/h de vent. Donc, même durant l'inondation, on est capable maintenant d'utiliser les drones. Mais on peut également les utiliser le lendemain d'une inondation. Ce que je montre ici, c'est ce qu'on appelle un délaissé de crue. Donc, lorsque l'inondation a lieu, elle va laisser des traces après. Par exemple, ici, dans un champ agricole, mais tous les dépôts agricoles se déposent à l'endroit maximum où l'eau a atteint. Et on peut, le lendemain de l'inondation, aller cartographier ça. Parce que des fois, le maximum se produit la nuit et on ne peut pas aller le mesurer. Et le lendemain, avec les drones, on y va. On peut peut-être partir la vidéo en haut à droite. Mais maintenant, on peut regarder l'écoulement aussi par drone. Ça nous permet de mesurer des débits si on connaît la bathymétrie. Et ça nous permet de prendre des mesures sans contact avec la rivière. Donc, dans des situations où c'était anciennement dangereux de prendre des mesures, maintenant, on est capable de prendre ces mesures-là. Et ça va nous permettre d'avoir une cartographie plus précise. On a également les photographies aériennes. Bon, elles existent depuis 1950. Est-ce que c'est une innovation? Ce n'est pas tant le fait qu'on a des photographies aériennes qui est l'innovation, mais c'est qu'on en a maintenant une série, un historique de photographies aériennes qui nous permet, comme on le voit ici, de voir la mobilité de la rivière ou comment on a aussi linéarisé la rivière à une certaine époque. Bon, je n'ai pas choisi un endroit qui était particulièrement changeant. C'est assez caractéristique de beaucoup de rivières au Québec, okay? Cette modification-là du territoire. D'avoir une série de photographies aériennes nous permet d'évaluer la mobilité des rivières. Et ça, c'est maintenant inclus dans la nouvelle cartographie des zones inondables. Mais ce que je veux souligner ici aussi, c'est que si on est capable de faire ça, c'est qu'on a des photographies aériennes depuis 1950. Donc, il y a eu un programme qui a été maintenu d'acquisition de ces photographies aériennes-là qu'on peut maintenant utiliser. Donc, c'est important, même entre les cycles de cartographie, même si on n'est pas en train de faire la cartographie, de continuer à prendre des mesures pour caractériser notre territoire. Parce qu'on a besoin de ces données-là pour faire notre cartographie. On a de plus en plus des satellites, donc Marc-André l'a mentionné, mon domaine principal de recherche, c'est l'utilisation des satellites pour la ressource en eau. Donc, ils sont utiles. Le gouvernement fédéral va déclencher, lors des grandes inondations, une acquisition de données et un traitement des données pour venir cartographier les étendues d'eau. Donc, ça se fait depuis plusieurs années. Ce serait intéressant si c'était plus systématique, même pour les événements moins importants, si on peut dire, mais qui nous touchent quand même. Mais ce qui m'occupe depuis le début de ma carrière, depuis 2015, bon, ceux qui me connaissent en ligne ou ici savent que je ne peux pas faire une présentation sans parler du satellite Surface Water Ocean Topography, sur lequel je travaille depuis 2015 et sur lequel je vais probablement travailler encore pour les 10-15 prochaines années. Donc, il a été lancé en 2022. C'est le premier satellite qui mesure les niveaux d'eau dans les lacs et les rivières. Donc, tous les lacs de 6 hectares et plus et toutes les rivières de 100 mètres de largeur. On parle d'1 million de lacs au Canada et de 150 000 kilomètres linéaires de rivières qui sont vues par le satellite. Donc, pour une période de 3 à 5 ans, on va enfin savoir c'est quoi les niveaux d'eau dans tous ces plans d'eau-là. On a environ 3 000 à 5 000 stations de mesure au Canada dans les lacs et rivières. Et là, on va en avoir des millions. Okay? Donc, c'est vraiment mettre les lunettes. Donc, on va avoir une bonne précision verticale suffisante pour la cartographie. C'est un satellite de recherche. Il n'est pas opérationnel, c'est-à-dire qu'il est prévu pour une période de 5 ans.
mais il y a déjà des discussions pour avoir un satellite périn, donc qui nous permettrait d'intégrer ces données-là dans la cartographie. Encore là, plus de données nous permet d'avoir une meilleure connaissance du territoire sans devoir nécessairement aller sur ce territoire-là. Je vais maintenant aborder l'aspect d'aléa, donc d'évaluation de l'aléa. Donc, on caractérise historiquement l'aléa avec une période de retour, une fois en 100 ans. Hein? Donc, ce qui, en fait, veut dire une probabilité de dépassement annuel de 1%, 1 sur 100. C'est une façon de communiquer qui induit en erreur. Une probabilité de 1% ou une période de retour 1 dans 100 ans veut aucunement dire qu'on va avoir une inondation en 100 ans. Ça veut dire qu'à chaque année, j'ai 1% de chance d'avoir une inondation. Peu importe si j'en ai eu l'année précédente. Donc, si cette année, j'ai 1%. J'ai été inondé l'année dernière, j'ai encore 1%. L'année suivante, toujours 1%. Qu'il y ait eu ou non des inondations l'année précédente ou les années précédentes, j'ai toujours 1% de chance d'être inondé. Donc, si je suis dans la zone 0-2 ans, à tous les ans, j'ai 50% de chance d'être inondé. Cette façon-là de dire une fois en 100 ans, ça induit en erreur. Donc, l'idée, c'est de plutôt utiliser une matrice d'intensité. La matrice d'intensité va être faible, modéré, élevé, très élevé. Ce n'est pas qu'au Québec qu'on va vers cette nomenclature-là, c'est partout dans le monde. Donc, d'une part, ça évite ce fait-là là, qu'on induit en erreur avec le une fois en 100 ans qui n'est pas du tout ça. Là. Mais aussi, ça nous permet d'inclure plus qu'un aléa ou plus qu'une caractéristique de l'aléa. Ce n'est pas la même chose d'avoir 1 centimètre d'eau que d'avoir 1 mètre d'eau. Vous êtes d'accord, ceux qui ont vécu, qui vont sur le terrain. Si je peux mettre des sacs de sable ou si je ne peux pas mettre des sacs de sable, ça change énormément le risque. La matrice, elle tient compte d'une part de la probabilité qu'il y ait des inondations, mais aussi de la profondeur d'eau qui va être atteinte. Donc, on va caractériser l'aléa également en fonction de j'ai un petit peu d'eau ou j'ai beaucoup d'eau sur le territoire. Et donc, ça, c'est une façon différente de venir présenter l'aléa. On a aussi des séries chronologiques qui vont être mises à jour. Donc, on a plus de données. Donc, si on a eu des modifications au territoire, bien, on va pouvoir le voir. Ça va affecter notre aléa. Et élément majeur, eh bien, on a l'inclusion de l'impact des changements climatiques. Donc, on va tenir compte de l'évolution du climat dans la probabilité qu'il y ait des inondations. Donc, je donne 2 exemples ici. Donc, on a une période de référence et on a différents horizons. On a 2 scénarios de projection climatique. On voit qu'il y a une augmentation du débit pour une récurrence donnée. Toutefois, il y a aussi une incertitude qui est associée avec l'inclusion des changements climatiques. Donc, ce qui va être important, c'est de bien communiquer cette incertitude-là, donc qui est liée à l'impact des changements climatiques. On va aussi, dans la nouvelle cartographie, combiner des aléas. Donc, tout à l'heure, je le mentionnais, bien, on veut ajouter les embarques de glace, on veut ajouter les submersions côtières, l'effet des estuaires. Donc, il y a plusieurs aléas qui vont être inclus dans la cartographie. Et la cartographie elle-même, la modélisation, toutes ces données-là, on les utilise pour faire le modèle. Mais maintenant, on utilise plusieurs types de modèles. Dans les anciennes cartographies, on ne faisait que de la modélisation hydraulique. Maintenant, on va sur de la modélisation large échelle également et de l'hydrogéomorphologie pour tenir compte de la mobilité des rivières. Et ces modèles-là, même pour la modélisation hydraulique, avant, on avait des modèles qu'on dit une dimension. Maintenant, on peut ajouter des niveaux de complexité parce qu'on a plus de données. Sans la donnée LIDAR, ce n'était pas possible. Mais avec plus de données, on peut améliorer notre modélisation.
Avec la donnée LIDAR, on est capable aussi de faire une modélisation qu'on dit large échelle, c'est-à-dire couvrir des territoires, peut-être avec une résolution plus grossière, mais qu'on n'avait tout simplement pas d'informations au préalable. Donc maintenant, on est capable de caractériser, je pense que c'est, Richard le saurait peut-être plus, là, mais 25 000 km linéaires de rivières au Québec en large échelle. Donc, on n'a jamais fait cette cartographie-là pour couvrir l'entièreté du territoire. Ici, je montre un exemple où on compare une modélisation qu'on dit haute résolution, modélisation hydraulique, avec une modélisation large échelle. Donc, on voit qu'on peut obtenir des résultats similaires. Donc, on a confiance maintenant à la modélisation large échelle avec la donnée LIDAR qui est utilisée derrière. Et je termine avec la cartographie hydrogéomorphologique. Donc, c'est une chose de tenir compte de l'aléa inondation. Il faut aussi tenir compte du fait que les rivières bougent, ils sont mobiles. Donc, il faut inclure ça dans notre prise quand on considère le risque. Donc, l'hydrogéomorphologie, à partir des photographies aériennes, à partir de la donnée LIDAR, on va déterminer comment la rivière s'est déplacée dans le temps pour faire une enveloppe de mobilité. On va tenir compte aussi des cônes alluviaux, donc qui sont des endroits où on va avoir de la torrentialité. Donc, tout ça, maintenant, va être inclus dans la cartographie, comme ça se fait ailleurs dans le monde. Donc, en conclusion, pourquoi les cartes de zones inondables vont être différentes? Okay? Bien, on a un accès aux données, un accès accru qui nous permet une meilleure caractérisation. On tient compte de l'avenir, on tient compte du futur en intégrant l'impact des changements climatiques. Donc, ça aussi, c'est très important. Et on couvre un plus grand territoire. On a plusieurs types de modélisation, plusieurs types d'aléas. On va autant avec l'inondation qu'avec la mobilité. Même dans l'inondation, on inclut plusieurs types d'aléas, donc plusieurs types d'inondations. Donc, pour toutes ces raisons, toutes les innovations des 10-15 dernières années nous ont permis d'avoir des meilleures cartes de zones inondables qui caractérisent le territoire. Maintenant, ben, le reste de la journée, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec cette caractérisation du territoire. Donc, merci beaucoup, Mélanie, pour ta présentation. Ça fait un beau tour d'horizon des observations de la modélisation de tenir en compte là, du contexte hydrogéomorphologique. Donc, on va suivre avec une table ronde. Donc, Mélanie va rester avec nous. Ouais, tu peux t'asseoir là. Je vais accueillir nos deux autres panélistes. Donc, je vais accueillir le premier panéliste, Nicolas Milot. Donc, si tu veux bien t'avancer. Nicolas est directeur par intérim de la Direction de transition écologique et de l'innovation de la communauté métropolitaine de Montréal. Il s'est joint à l'équipe de la CMM en 2017. Donc, 2017, c'était une bonne année pour vous deux. En fait, en tant que professionnel en environnement et chef de projet en gestion de risques des inondations, depuis 2023, son travail est axé sur la lutte et l'adaptation au changement climatique, la conservation des milieux naturels, le programme de la trame verte et bleue, la gestion des matières résiduelles, l'assainissement de l'air et de l'eau, les enjeux agricoles dans la région métropolitaine. Donc, bienvenue, Nicolas. Je vais aussi accueillir Richard Turcotte, qui est physiquement pas présent, donc je ne sais pas exactement comment je l'accueille. Je suis là, en tout cas. OK, bon, ben, super. Bon, ben, c'est parfait. Donc, un accueil virtuel pour Richard Turcotte. Richard Turcotte est conseiller scientifique à la direction ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. À l'emploi du ministère depuis près de 25 ans, M. Turcotte a joué des rôles clés
pour le développement de la prévision opérationnelle des débits au Québec et de la classe hydroclimatique du Québec méridional. Il est actuellement impliqué dans de nombreux projets en recherche et développement universitaire et gouvernementaux dans le domaine des crues, des étiages et contribue à la coordination des programmes de recherche d'Uranos en gestion de l'eau et sur la disponibilité en eau. Donc, bienvenue bon, on peut t'apercevoir. Bienvenue, Monsieur Turcotte. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne dans la salle? Oui, OK, super. Ah, parfait. De l'eau. En parlant d'eau, en fait, je vais commencer avec une question pour vous tous et toutes. En fait, je peux le faire de façon ordonnée, mais vous pouvez aussi rebondir au gré de votre intention. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, la première question, c'est, on a vu, là, donc Mélanie nous a présenté les avancées récentes au niveau de la cartographie, l'utilisation de certaines technologies, la modélisation. J'aimerais ça vous entendre, les deux autres personnes, là, donc Nicolas et Richard, selon vous, quelles sont les récentes avancées de la cartographie? Donc, je vais peut-être y aller avec Nicolas, puis par la suite, je vais y aller avec Richard. Merci. Je pense que parce que j'avais des petites questions préparatoires, quels sont les avantages et les limites? Je pense que le principal avantage, c'est d'exister. On était dû, hein. Je pense qu'au Québec, on traîne un historique où la cartographie de ces risques-là, c'était quelque chose qu'on faisait de manière plus ou moins, excusez, j'ai l'impression qu'il y a un feedback. On le faisait de manière assez désorganisée. Là, on a un cadre légal qui prévoit une mise à jour minimalement aux 10 ans. Et je pense que c'est le début, juste ce petit article de loi-là, c'est le début, je pense, d'une réelle prise au sérieux de ce risque-là et du fait qu'on va aménager notre territoire de manière plus conséquente de sa présence. Maintenant, je pense qu'il faut vivre avec ces ajouts-là. Vous avez vu la semaine dernière, donc lundi dernier, la CMM a rendu public des cartographies préliminaires sur son territoire. On part de loin. Hein. On se bat contre des visions, contre des incompréhensions. On se bat contre la carte de l'Aziz. C'est aussi banal que ça puisse paraître, mais on a habitué les gens à cartographier selon le pire qu'on avait vécu. Là, on arrive avec des cartes qui vont au-delà du pire vécu. Il faut éduquer des gens. Donc, on part de loin. Hein. C'est vraiment un travail de longue haleine. Là, c'est même, on a commencé à rencontrer les municipalités. On était à Oka la semaine dernière et on commence à rencontrer les citoyens qui sont concernés avec leur maire. C'est un travail de longue haleine, pas seulement de faire face à ces inquiétudes-là qui sont totalement légitimes, mais d'éduquer une population à cette nouvelle approche-là. Puis on pourra continuer là, un peu sur les autres volets après. Super, merci. Donc, Richard, je te laisserai rebondir. Oui, je me sens comme le représentant des gens en ligne, là. On est plusieurs, donc je suis. Voilà, donc je vois bien la table maintenant, c'est super. Ouais, oui, en lien avec ce que Nicolas disait, je pense que ce qu'il faut d'abord, il y a beaucoup de choses à faire, là, mais il faut d'abord établir la crédibilité scientifique de ce qui est fait, donc pour montrer que ces cartes-là, elles sont correctes. Et puis Mélanie a bien montré des avantages, là, des différences, des améliorations avec le temps. Puis je pense qu'au Québec, là, on a fait un incroyable bond scientifique dans les dernières années pour construire des cartes comme ça. Il s'est investi beaucoup d'argent en recherche. Là, juste dans notre petit groupe au ministère, on est à peu près à 1 million par année, puis c'est rien par rapport à ce qui s'est investi de tout part, de tous côtés, là. Les choses ont changé. Mélanie a présenté des éléments liés à de l'hydraulique qui est faite à l'échelle des bassins versants, l'utilisation de différents modèles, en plus des données pour connaître l'hydrologie partout sur le territoire. Les changements climatiques, c'est majeur, hein. Au Québec, on est un modèle de réussite avec la création du consortium Uranos en 2001, là. Il y a 3 semaines, j'étais avec des gens de l'Organisation mondiale de la météo. On nous demandait encore une fois de présenter ce modèle-là, Uranos, comment ça nous aide à transférer de l'information scientifique vers des choses aussi pragmatiques et aussi utiles et aussi critiques que de la cartographie des zones inondables. Et puis, 20 ans plus tard, ou même plus que 20 ans après la création d'Uranos, on nous dit encore c'est un modèle qui n'existe presque pas ailleurs. Donc, au Québec, on s'est donné, je vais continuer avec 2, 3 autres exemples qui ont été nommés. Mobilité des rivières, là, c'est quand même assez nouveau comme science, la capacité de le faire
notre cahier de données. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que Mélanie disait, mais je pense qu'en même temps qu'on a fait ça, on a créé aussi une nouvelle génération de spécialistes, donc des jeunes qui maintenant ont cette compétence-là de la production de la cartographie dans une vision scientifique. Maintenant, les chercheurs s'impliquent dans la question de la cartographie. Jadis, c'était pas que c'était pas rigoureux, mais c'était un monde d'ingénieurs. Je pense qu'on a élargi tout ça. Donc, je pense qu'en résumé, on a cette base cartographique défendable scientifiquement. Évidemment, avec des défauts et des incertitudes, c'est normal. C'est un travail en progression, une cartographie renouvelée pour commencer la discussion que Nicolas vient d'évoquer. Super, merci, mais je rebondirais là-dessus. En fait, vous avez parlé de défauts, d'incertitudes. C'est pas toujours évident et de communication. Donc, de la difficulté à rentrer, à pouvoir communiquer ces informations scientifiques. Donc, on le sait, une cartographie, c'est des lignes. Donc, il y a beaucoup de lignes qui délimitent des territoires. Donc, je vous demanderais en fait de rebondir sur la question des incertitudes. D'après vous, qu'est-ce qui est incertain dans ce qui se reproduit dans les prochains mois, là, en fait? Peut-être, Mélanie, je te laisserai rebondir. Mais les sources d'incertitude vont provenir de deux grandes catégories, je dirais. Donc, d'une part, le modèle. Donc, lorsqu'on met en place un modèle hydraulique, on peut avoir un certain nombre d'incertitudes. Souvent, on dit, nous, qu'on se retrouve dans un certain paradoxe. Parce que les rivières bougent. Les rivières sont mobiles. OK? La bathymétrie, la forme de la rivière change. Donc, pour avoir une bonne cartographie, il faut que j'ai une information récente de ma rivière parce qu'elle change. Mais pour avoir une bonne cartographie, ça me prend aussi des événements de crue. Mais par définition, un événement de crue, c'est un événement rare. OK? Donc, il me faut. Puis j'aimerais ça en avoir plus qu'un pour valider mon modèle et avoir plusieurs événements rares récents. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça ne se peut pas. OK? Donc, il faut. Non, mais c'est par définition. Les 3 mots ensemble, ça ne marche pas. Donc, c'est sûr que je vais vivre une certaine incertitude, mais en ajoutant des observations le plus possible, une bonne caractérisation, en suivant la mobilité de la rivière. Il y a des rivières qui sont peu mobiles. Donc là, c'est pour ça que c'est important de continuer à prendre des mesures tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça, on va être capable de limiter ou d'essayer de contrôler, si on peut dire, cette incertitude-là avec des observations dans nos modèles. L'autre source d'incertitude, elle provient des débits qu'on met dans le modèle. Et ça, il y a énormément d'incertitudes. Énormément, c'est trop. Il y a une certaine incertitude, entre autres, avec l'impact des changements climatiques qu'on inclut. Donc, quelles seront nos actions et comment ça va se répercuter en lien avec les changements climatiques, puis comment on les inclut. Bien, ça aussi, par définition, il y a une incertitude qui est difficile à venir communiquer avec la population. Donc, là, on veut avoir souvent un principe de précaution, c'est-à-dire se dire, j'aime mieux avoir une cartographie plus large qui inclut cette incertitude-là que de mettre des zones à risque, de ne pas identifier des zones qui sont à risque. OK. Est-ce que, Nicolas, tu voudrais rebondir là? Ben, moi, j'amènerais peut-être la question de l'incertitude sur un autre plan. Je pense que si la cartographie des zones inondables n'était qu'un travail scientifique, là, ben, vivez l'incertitude comme vous voulez la vivre. Là. J'en ai pas vraiment de préoccupation. Le problème, c'est qu'en aménagement, une ligne, c'est une ligne. Puis je pense que c'est là qu'on a un défi. C'est que les conséquences de se retrouver d'un bord ou de l'autre de la ligne, ils sont potentiellement dramatiques pour les personnes qui se retrouveront du mauvais bord. Et donc, comment faire apparaître une ligne unique, sans buffer, qu'on est habitué de mettre dans nos projets quand on traite de l'incertitude? Je pense que dans le fond, ce n'est pas au niveau de la science de la cartographie que se trouve la réponse, c'est au niveau des normes qu'on accole aux cartes. Si les normes font sens
les gens vont être prêts à vivre avec l'incertitude si les normes ne sont pas cohérentes avec les effets de step qu'on a entre chacune des zones. C'est là où la réticence sera immense face à ce nouveau cadre cartographique-là. Et un exemple qu'on a présentement, là, on est allé à la rencontre des citoyens. Là, je ne sais pas si tout le monde a le cadre réglementaire en consultation en tête, mais on a identifié la zone élevée autant pour le, excuse-moi Mélanie, mais je vais parler en 0-20 ans, là. Autant pour le 0-20 ans en bas de 30 cm que pour le 100-350 en haut de 60. D'un point de vue de calcul de dommages, ça fait peut-être pas de sens de gérer de la même manière deux territoires qui ont soit entre 5 de chance ou 100 de chance d'être inondés et 0,3 à 1 de chance. Et là, on l'a vu, on se l'a fait poser comme question. Les gens des milieux des prêteurs hypothécaires, pour eux non plus, ce n'est pas du tout la même appréciation du risque. Pourtant, on les a identifiés de la même manière. Et je pense que le problème, ce n'est pas tant de les avoir identifiés comme étant deux secteurs à zone élevée, c'est d'avoir mis les mêmes normes pour ces deux secteurs-là. Donc, je pense que dans la question de l'incertitude, on va être très capable de vivre et d'évoluer tranquillement vers une carte qui va se préciser. On va amener des meilleures connaissances scientifiques pour les raffiner encore. Mais le défi, étant donné que cette incertitude-là va toujours exister, ben c'est beaucoup plus, de mon avis, du côté des normes qu'on va trouver les réponses que de la recherche d'une carte parfaite qui n'existera jamais, là, Par définition. par définition. Super. Richard, je te laisserai rebondir là-dessus. Ouais, ben, la question d'incertitude, hein, c'est quelque chose qui a toujours existé. Avec la question des changements climatiques, parce qu'on sait que c'est dans le futur, on sait que c'est loin, on sait que ça dépend des gaz à effet de serre que les humains vont émettre. C'est devenu quelque chose qui est devenu une évidence pour tout le monde, hein, qu'une carto des zones inondables, c'est associé à une incertitude. Euh, mais c'est ça les sciences, c'est ça la base. Et donc, on est dans le même genre d'outils incertains qu'on l'était dans le passé avec les cartographies des anciennes générations. Nicolas a raison, tout ça à la fin, c'est comment on résout cette incertitude-là, comment on prend des décisions, comment on fait des choses simples avec quelque chose de complexe. Vous savez, quand on nous dit sur Google que ça prend, je sais pas moi, je sais, 4 heures pour faire la distance entre la ville de Québec et Gatineau, ben, on sait qu'il y a une incertitude, puis on apprend à utiliser cette information-là pour quelque chose de simple. Je vais partir 4h15 en avance parce que je n'ai pas le choix de pas être en retard ou je peux la jouer serrée. Alors, dans le cas des inondations, c'est un peu le même principe, hein. Il faut être capable de se dire, avec l'incertitude, où on place les lignes, quelle marge de manœuvre on prend, quelle décision on peut prendre. Et à la fin, il faut que ça soit simple, relativement simple, hein, pour lequel il y a un certain nombre de normes, pour utiliser le terme que vient d'évoquer Nicolas, qu'on peut comprendre, dans lequel l'incertitude n'amène pas du fouillis, mais quand on la résout, il nous reste de la clarté pour prendre des décisions. Fait que ce défi-là, il est majeur. Puis, c'est peut-être mon point à ce niveau aussi de la conversation. OK, super. Donc, ben, j'aurais d'autres questions pour vous. En fait, il nous resterait 20 minutes avant de passer en ligne, là. Donc, ceux et celles en ligne, préparez vos questions. Et dans la salle, bien entendu. En fait, les changements climatiques posent un défi majeur puisque d'une part, il y a des observations qu'on n'a jamais vues, là. Donc, il y a des contextes finalement climatiques futurs qu'on n'a jamais vus dans le passé qui arriveront. On a vu là, en fait, récemment, les causes des inondations. La pluie sur neige joue un rôle quand même très, très, très important au niveau des inondations. Vous mentionnez que dans la cartographie, il y a intégration des changements climatiques. Pouvez-vous développer un peu là-dessus? Est-ce qu'il y a intégration à quel niveau? Par exemple, la pluie sur neige, est-ce qu'elle est considérée? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces zones inondables changent à cause de certains processus qui, en fait, évoluent dans le temps, qui, par définition, qui ne sont jamais arrivés ou qui arriveront plus tard? Donc, Mélanie, je te laisserai peut-être. Ah, ben, je vais faire le contraire. Richard, je te laisserai la parole. Ouais. OK. Ouais. Quand on est dans le monde des changements climatiques, on est nécessairement dans le monde des outils de modélisation, hein. Comme c'est le futur, il faut utiliser des outils qui décrivent l'atmosphère, la surface terrestre, les bassins versants, les sols, la neige sur le sol, les comportements de tout ça à travers un certain nombre d'équations. Euh,
là, donc, quand on est dans la simulation, dans les équations, on est dans un environnement de calcul informatique, on a des modèles qui ont des limites, mais aussi des possibilités. Alors, ce que tu évoques, oui, la précipitation liquide sur la neige est prise en compte à travers les outils qui sont là, qui sont disponibles actuellement. Quand on parle d'incertitude, il faut toujours ajouter le fait qu'ils ne sont pas parfaits, c'est évident, hein. Des outils numériques, ce n'est pas exactement ce qui se passe sur la planète dans tous ces détails-là. Euh, je pense que le commentaire de fond qu'il faut faire, c'est qu'on est au Québec intégré dans la communauté internationale autour de ces questions-là. On a une immense expertise dans le monde universitaire, dans le monde de la recherche pour travailler sur ces sujets-là. Ça fait des années qu'on est là-dedans. On a peut-être pris de l'avance grâce notamment à nos grands projets hydroélectriques, hein, il y a longtemps déjà. Puis on s'est bâti un monde de chercheurs, de spécialistes du domaine. Donc, ouais, oui, on prend en compte ces informations-là puis avec des outils qui sont parmi les meilleurs qui sont utilisés à travers le monde. Ce que j'ajouterais, c'est que ces outils-là évoluent, s'améliorent constamment aussi. Donc, ce qui va être surtout important là, dans les prochaines années, c'est de ne pas arrêter comme on a fait entre la dernière grande cartographie puis, mettons, maintenant. On se doit de faire évoluer les cartes et on se doit de communiquer aussi que les cartes qui sont rendues publiques ou qui le seront, dans 10 ans, elles vont changer. Elles vont changer pour toutes sortes de raisons. L'aléa va changer, la rivière va changer, mais aussi notre connaissance du futur va avoir évolué. Donc, les modèles s'améliorent, tiennent compte de plus en plus de processus complexes qui, peut-être, il y a 15 ans, ces modèles-là ne tenaient pas compte. Donc, on voit une évolution dans la prise en compte, justement, de toutes ces interactions-là, que ce soit les ouragans, les pluies sur neige, etc. Donc, ça va être vraiment, vraiment important, deux choses, de continuer de faire de la cartographie. Donc, c'est pas quand les cartes vont être déposées, on arrête. Mais aussi d'éduquer les gens pour leur dire, attention, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ta maison n'est pas dans la zone inondable que dans 10 ans, quand on va mettre à jour les cartes, elle ne sera pas dans la zone inondable. Ça se peut qu'elle devienne en zone inondable parce que l'aléa change, notre connaissance de l'aléa change et la rivière change. Nicolas, est-ce que tu aimerais... Les scientifiques ont très bien parlé. OK, super. En fait, moi, j'aurais une question. Il y a plusieurs. C'est quoi les défis? Donc, on a vu là, la cartographie joue un rôle important de communication, de transfert de connaissances. La cartographie est aussi un outil qui nous permet de véhiculer une information, là, donc à partir de données, de synthétiser de l'information. Il y a beaucoup de défis avec la production de nouvelles connaissances. On le voit, là, donc cette nouvelle cartographie, il y a beaucoup de défis. Puis, entourant la communication aussi. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur les défis entourant la production de nouvelles connaissances et la communication de cette information-là. Là. Donc, là, peut-être je me tournerai vers Nicolas pour... Ben, écoutez, je vais vous amener naturellement vers ce qu'on est en train de vivre là. Quand on la communique aux citoyens, on ne communique pas de la science. C'est tellement loin de leurs préoccupations. On communique une nouvelle réalité. On communique ce que sera le territoire dorénavant. Et je vous dirais, présentement, c'est peut-être ce qui est très difficile dans l'effort de communication, c'est qu'on vient d'identifier 4 zones, élevées, très élevées, modérées, faibles. Je ne pense pas qu'on a fait encore le choix de société de se dire laquelle est à éviter, laquelle est à habiter de manière résiliente. On ne s'est pas vraiment positionné en tant que société, hein. On a fait un geste d'identification. Je pense que là, ce qui va nous amener très rapidement, c'est de faire le pas qui est cette carte-là, on l'habite comment? Dans le Grand Montréal, vous avez vu les chiffres, là, c'est à peu près 20 000 ménages. C'est 20 000 ménages. On est à 300 000 d'augmentation de population. Donc, c'est à peu près 10 %, c'est l'équivalent de 10 % de l'augmentation de la population jusqu'en 2040
qui est dans une zone à risque d'inondation. Donc, on ne peut pas demain matin dire on sort la zone inondable. Ça ne fait pas de sens. On va les mettre où? On est déjà en crise du logement, on ne veut pas aller en zone agricole, on ne veut pas aller dans les milieux naturels, on veut pas. On vit dans un monde de contraintes multiples. Donc, si on regarde juste la zone inondable, puis là, je vous confronte un peu, là, je sais que vos efforts de recherche sont centrés sur la zone inondable, mais quand on aménage le territoire, il y a plein d'autres contraintes. Donc, clairement, il va falloir identifier dans ces 20 000 ménages-là, 20 000 logements, ceux que l'on souhaite voir durer en zone inondable et comment on les rend plus résilients, et accompagner ceux que l'on ne veut pas voir durer et pour lesquels il y aura un choc, mais majeur en termes de valeur du bien, de la propriété qui touche la personne. Et ça, présentement, la ligne, on ne le sait pas vraiment. Et c'est pour ça qu'on arrive dans une rencontre citoyenne. Puis présentement, c'est très difficile d'avoir un message structuré face à cette carte-là. On est capable de dire assez, sans trop s'avancer, que la zone faible, là, c'est correct. C'est comme l'équivalent de l'ancien faible courant. Tu as le droit de construire des nouveaux bâtiments. Tu as le droit, en autant que tu as des mesures de résilience ou d'immunisation. Ce bout-là, on le connaît. Mais ça, c'est le dernier petit carreau en bas à droite de la matrice. Il y a tout le reste de la matrice. On peut s'entendre que le très élevé, c'est lui qu'on veut éviter. Chez nous, c'est à peu près le quart des bâtiments. C'est 9,9 milliards de valeur foncière là, au rôle, ce n'est pas de la valeur marchande. Là. Mais c'est un choix de société majeur que de regarder ces bâtiments-là et de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec. Jeudi soir, je suis à Pierrefonds. Pierrefonds, c'est 2000 bâtiments. 2000 bâtiments dont la très vaste majorité s'est installée là en toute légalité. Là. On a doublé le nombre de maisons en zone inondable en mettant en jour simplement juste en ajoutant 2017, 2019 puis 2023 dans les données. Ça a fait monter le lac de montagne d'à peu près 60 cm pour la cote la plus élevée. Donc, on a doublé le nombre de maisons en zone inondable, des gens qui étaient là en toute légalité et qui se retrouvent avec une situation préoccupante. Et c'est ce choix-là, je pense, que la carte tout seul ne porte pas. Et c'est normal que la carte ne porte pas le choix de société. C'est à côté qu'on le construit. Et là, on est rendu là. Puis nous, je vous dirais, c'était la grande raison pour laquelle on a pris la décision, nos élus ont pris la décision de rendre publique cette carte-là. C'est que pour nous, ça ne faisait aucun sens de se prononcer par rapport à un cadre réglementaire, sachant que le choix de société que le cadre réglementaire va faire vivre n'a pas encore été arrêté. Donc, c'est vraiment, puis il y a un enjeu démocratique aussi. Je pense qu'à partir du moment où on consulte quelqu'un, si les gens ne savent pas qu'ils sont consultés parce que la carte n'existe pas, je pense que là, c'est un vice démocratique, là, pratiquement. Mais c'est là où on en est rendu. Donc, je pense que très rapidement, on est amené à ne pas perdre de vue la pertinence et la nécessité de poursuivre le travail scientifique, mais on tombe dans l'aménagement du territoire et des choix qui vont être majeurs pour nos villes et nos citoyens. Mélanie, tu voulais rebondir? Ben, en fait, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on apprenne beaucoup de ce processus de consultation-là. OK? Parce que ce processus de consultation-là auprès des citoyens, on va devoir le répéter. On va devoir le répéter dans 10 ans, puis on va devoir le répéter dans 20 ans. Parce que, étant donné le territoire, peut-être que la cartographie, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres zones qui vont être identifiées, mais peut-être que dans 10 ans, le faible, il va devenir modéré ou même élevé. Donc, ce questionnement-là, cette communication-là, tout ce qu'on va apprendre dans cette consultation-là, dans les prochaines années, de comment communiquer avec la population, cette cartographie-là qui représente le risque, il va falloir vraiment consigner tout ça, puis le garder avec nous parce qu'on va avoir à le refaire. Puis on risque d'avoir à le refaire dans d'autres domaines que les inondations. Donc, de communiquer le fait que notre territoire, bien, il est plus à risque qu'avant à cause des changements climatiques, mais aussi à cause de la modification du territoire. Donc, il y a eu des milieux humides qui sont disparus, il y a eu beaucoup de modifications au territoire qui ont changé l'aléa. Ce n'est pas que les changements climatiques. Donc, c'est des décisions qui ont été prises à l'échelle du territoire qui vont affecter une portion du territoire. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on apprenne de tout ce processus-là qui va devoir être répété. Richard?
Oh, Richard, est-ce que tu Oui, OK. m'entends? Non, 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 c'est bon. OK, ça va. Je pense que le fait de l'existence de la carte en soi comme objet de discussion, comme quelque chose qui est au cœur en fait, qui lance la réflexion, c'est quelque chose d'important. Puis dans ta question, il y avait aussi cette idée de qu'est-ce qui manque comme info. En tout cas, il y a 2 ans maintenant, on a demandé une étude sur l'impact de déposer une cartographie des zones inondables. Donc, et puis ça veut aussi dire d'identifier des territoires qui n'étaient pas initialement en zone inondable et qui le deviennent. Donc, et puis, et donc, cette idée là, de déposer une cartographie, d'en connaître les impacts, il y a une science à faire autour de ça. Il y a des compréhensions, il y a de la recherche et du développement. Vous pourrez aller voir, c'est quelque chose qui est sur le site d'Ouranos, là, où on voit, c'est disponible publiquement, les conséquences de la carto en fonction de la déposition ou de rendre disponible une cartographie, bon, par exemple, sur la valeur foncière des maisons, etc. On a vraiment besoin de mieux comprendre ce que ça implique, changer la cartographie des zones inondables. Il y a de la recherche à faire autour de ça. Un réseau comme le risque, pour moi, c'est comme un endroit idéal pour ça, là, où on dépasse la technique et on va aussi dans la capacité de comprendre les enjeux sociaux et d'y réfléchir. Mais en fait, ça me fait penser, là, après ça, on va passer en ligne, là, mais donc on sent que la cartographie qui a été produite, qui était majoritairement physique, qui a délimité un territoire avec des outils d'observation, de modélisation numérique et d'analyse hydrogéomorphologique, on sent qu'il y a un certain manque, donc dans la mesure où de pouvoir, un manque associé avec la communication, un manque associé avec les dimensions sociales. J'aimerais ça vous entendre, puisqu'on est dans un contexte intersectoriel en fait, avec le réseau intersectoriel sur les inondations. Quelles sont les dimensions sociales de la cartographie qu'on pourrait intégrer qui, selon vous, même si vous n'êtes pas spécialiste à ce niveau, je pense que le positionnement de personnes dans un domaine physique à ce sujet-là, ou plus une opinion peut-être, est importante puisque elle permettra certainement de créer ces réseaux potentiels d'intersectorialité, là. Donc, selon vous, donc je repose la question parce que donc quel est le manque social dans cette cartographie-là, finalement? Ben là, je vais vous mettre un vieux chapeau d'universitaire que j'ai malheureusement délaissé, mais on est en train vraiment de vivre un changement. Puis ben, le changement, on peut le voir comme étant quelque chose qu'on décrète puis que les gens vont devoir s'y plier. Ou au contraire, on peut faire œuvre utile puis de se servir du changement comme étant un processus éducatif par lequel on va former notre population, favoriser le changement de culture. Tu le dis, Mélanie, c'est pas un one-shot deal qu'on fait présentement. Théoriquement, selon le nouveau cadre légal, on s'engage à être constamment en train de revoir nos cartes de zone inondable. Ça veut dire, là, par exemple, il y a un nouveau, je dis pas, on vise la densification du territoire en même temps, là. Donc, on a un complexe de tours de condo dans le faible qu'on aurait le droit de faire. Mais théoriquement, on fait notre lidar, on fait la carte parce que ça peut changer la dynamique hydraulique de ce coin-là. Ça va aussi loin que ça. Fait que moi, je pense que présentement, ce qu'on a besoin, c'est de faire en sorte que et des élus municipaux et des citoyens se sentent constamment concernés et non pas juste au moment où la carte sort ou quand il y a des inondations encore plus. Donc, puis je pense qu'on vit aussi le contexte de changement climatique. Moi, ma crainte, là, c'est qu'on va avoir ça va complètement bouleverser ce qu'on est habitué d'avoir instinctivement, là, une distribution normale des événements là, où on a les événements moyens arrivent les plus souvent, puis les extrêmes arrivent le moins souvent. Les dernières années, depuis 2017, là, on a vécu 3 années de crues importantes dans le Grand Montréal, 17, 19, 23, mais toutes les autres années sont excessivement basses. C'est à peine s'il y a une crue. Donc là, on vient qu'on a une courbe à l'envers. Les très bas et les très hauts arrivent très souvent. Et là, ce qui commence à apparaître, c'est les crues estivales avec les traînées d'ouragans, comme on a vu. Et là, tout le monde mélange tout. Là, débit, les gens m'ont demandé si j'allais parler de débit aujourd'hui. Non. On fait un forum vendredi prochain là-dessus, mais on n'est pas dans le même type d'événement. Mais là, ce qu'on va voir, c'est une carte des risques qui, finalement, il n'y a plus de zones qui sont plus à risque. Et là, il va falloir avoir très bien éduqué chaque citoyen à son risque relatif. Mais
collectivement, il faut que nos élus soient capables d'appréhender leur territoire avec ce regard où ils ne sont pas juste la face dans le risque d'inondation en eau libre, mais aussi les cuvettes et les événements de ruissellement urbain. Puis là, on va rajouter à ça les vagues de chaleur et tout un tas d'autres risques climatiques. Et je pense que présentement, c'est peut-être ce qu'on sent, c'est qu'on avait puis en tout respect, Richard, là, on se connaît bien depuis longtemps. Mais cet été, ça a été ce qu'on a trouvé un peu dommage d'une approche de consultation publique qui, dans le fond, n'a pas été vers le citoyen, qui est resté quand même assez des webinaires. Or, nos élus municipaux, eux, l'ont vécu de plein fouet, cette consultation-là. Tout l'été, dans les épluchettes de blé d'Inde, les dîners spaghettis et autres, se sont fait interpeller sur cette nouvelle réglementation-là qui allait changer avec très peu de réponses à leur donner. Or, ça aurait été un moment magnifique pour commencer dès maintenant cette éducation-là qui va être nécessaire parce qu'on ne s'est pas caché. Là, on aurait pu vouloir une autre carte dans le Grand Montréal, mais non. C'est les modalités prévues par le règlement qui donnent ça et on la défend, cette carte-là. Hein. Vous avez jamais vu dans une communication de la CMM l'idée qu'on trouvait que la carte, les cotes étaient trop hautes. Ce sont les cotes. Et on n'ira pas remettre en question ce que le résultat d'une démarche scientifique nous donne. Mais maintenant, après ça, il faut être vraiment bien outillé pour aider à communiquer, faire que le changement s'opérationnalise avec les citoyens. Merci beaucoup. Est-ce que, Richard, tu voulais rebondir? Oui, assurément. J'espère que je n'ai pas perdu le sens de la question, mais on est quand même dans une situation où on est dans du nouveau. Hein. Il y a, il y a une nécessité de communiquer beaucoup, d'amener l'information la plus claire. Moi, je passe presque la moitié de mon temps actuellement à aider ou collaborer avec des gens qui préparent de la com, des formations, l'appropriation de connaissances, là, parce on a clairement besoin de faire ces choses-là. On est dans du nouveau, puis comme Nicolas, tu l'évoquais, on est dans du nouveau qui va continuer. C'est-à-dire, quand on dit changement climatique, ce n'est pas un état dans le passé, avant c'était comme ça, puis dans le futur, ça sera un autre état stable. On est dans le changement et ça veut donc dire que les choses vont se modifier toujours. Et avec le temps, ça ne va pas arrêter cette modification-là. Et puis la question des inondations, on est parmi les premiers groupes à devoir penser à s'adapter au changement climatique dans un contexte où on touche directement des gens. Donc, c'est des normes, des contraintes, qui vont s'appliquer directement sur sur des personnes, euh, sur des municipalités, à ces échelles-là. Euh, Quand, par exemple, le ministère des Transports change la taille de ses ponceaux ou qu'Hydro-Québec modifie son dimensionnement d'un barrage, bien, tout ça, c'est internalisé, c'est des coûts qui se répartissent et puis on ne sait pas trop que c'est les changements climatiques qui ont amené ces modifications-là. Là, tout à coup, les changements climatiques, évidemment, et autre chose, là, nous amènent très spécifiquement à identifier sur le territoire des choses qui c'était possible de faire avant, que c'est plus possible de faire maintenant. Et ce défi-là, ben, je le répète, là, on ne l'a pas vu dans beaucoup de domaines actuellement. Il n'y a pas beaucoup de contexte, peut-être dans le milieu côtier où ça a commencé à être réfléchi comme ça. Mais on est en train de débroussailler ce qui s'en vient pour l'avenir. Donc, euh, il va y avoir des bons coups, il va y avoir des apprentissages, il va y avoir des défis qui vont se relever, mais il faut clairement observer ce qui se passe maintenant, apprendre de ça, puis être en mesure d'en faire un modèle amélioré de fonctionnement avec le temps, dans lequel on est vraiment dynamique et en suivi de ce qu'on constate maintenant. Merci beaucoup. Donc, je passerai aux questions en salle en premier. Donc, il y a les deux micros qui sont situés à ma gauche, à ma droite, un à ma gauche, un à ma droite. Donc, si vous voulez bien vous lever, je vous encouragerai à vous nommer et nommer l'organisation pour laquelle vous travaillez. Donc, et la première question, donc, à vous. Nicole Desroches, je suis présidente d'un organisme de bassin versant, un des 40. La BVD 7, pour ne pas la nommer. Nous, on couvre un territoire de 40 000 km² à peu près, là, dans le sous-bassin de la rivière des Outaouais, parce que la rivière des Outaouais, c'est un immense sous-bassin. C'est fantastique, les cartes d'inondation, de zones inondables, sauf que l'aléa de cet été, ça n'avait rien à voir avec les zones inondables, ça avait à voir avec l'écoulement des eaux. Ceux qui me connaissent, c'est mon dada, ça énerve tout le monde. Je fais partie du comité de consultation d'urbanisme de ma municipalité aussi,
qui est ici au nord de la ville de Gatineau, si on ne tient pas compte de la façon que l'eau s'écoule et où elle s'écoule, puis quand on commence avec les plans de localisation, quand on veut construire des maisons, on n'en sort pas. En ville, on aplanit tout, on ne tient pas compte du tout d'où l'eau va se diriger. Des égouts, malheureusement, ce n'est pas élastique. Et si on regarde des études depuis moult années, c'est que les villes nord-américaines, en général, il y a 30% du territoire qui est soit des rues, soit du stationnement. Si on ne repense pas notre façon de faire, bien, on va avoir d'autres problèmes comme on a eu cet été. Puis moi, je suis dans une municipalité qui n'est même pas bétonnée, mais même à ça, on a eu des problèmes au niveau des chemins parce que il y en a certains qui ce sont des vieux chemins. Et on ne tenait pas compte dans ce temps-là d'où l'eau s'écoulait. Donc, l'eau s'est écoulée par-dessus le chemin et le chemin est parti avec. C'est assez simple comme constat, mais je comprends que c'est pas évident comme. Mais, tu sais, il faut repenser notre façon de faire. Il faut repenser. Je sais que là, Mme Plante a parlé des parcs où l'eau peut s'accumuler. Là, ça fait longtemps qu'ils en font de l'autre bord de la rivière, mais même à ça, Ottawa a eu des surverses malgré son gros réservoir. Il y a eu des surverses. Donc, on fonctionne avec des calculs pluviométriques il y a 25, 35, 40 ans. Ça ne vaut pas grand-chose quand on a une fin d'ouragan. Puis j'ai comme l'impression que ça ne sera pas la dernière fin d'ouragan qu'on va subir. Alors, Est-ce que je peux vous encourager à poser votre question? ben, c'est un peu des constats que j'ai fait parce que vu mon âge, je pense que je peux faire des constats. Mais je pense que oui, c'est fantastique la cartographie, mais il faut aller plus loin. Puis c'est au niveau micro qu'il faut aussi calculer et il faut aussi repenser la façon de faire. Comme je dis, les zones inondables, c'est clair que Montréal s'est rendu compte que la rivière des Outaouais, c'est une rivière qui sera à Montréal. Puis en 2019, le débit moyen de la rivière des Outaouais a atteint 9000 mètres cubes secondes. Pas le débit moyen, mais le débit de crue. Mais ça, c'est le débit moyen du Saint-Laurent. Donc, c'est clair qu'on a à repenser notre façon de construire. Et la zone inondable, c'est un élément. Mais c'est clair que la façon dont l'eau s'écoule, puis ma question, ça serait, est-ce que c'est même pensé qu'on pourrait faire de la cartographie d'écoulement des eaux? C'est mon rêve, mais je ne suis pas certaine qu'on va y arriver. Peut-être je laisserai une autre question. Donc, cartographie, donc en fait, plusieurs de repenser, là, si je comprends bien l'essence de votre commentaire et question. Donc, repenser là, les approches de faire et aller au-delà finalement de juste la cartographie des zones inondables, puis peut-être intégrer plus d'aléas. Donc, on parle de ruissellement en milieu urbain, etc. Donc, super. Ben, je vais prendre deux questions, puis je vous laisserai rebondir après, ça vous va? Donc, peut-être la question à ma droite. Bonjour, mon nom est Jocelyne Mirette, je suis mairesse de Grand-Remous et je suis préfète suppléante de la MRC Vallée de la Gatineau. Nous, on se trouve complètement au nord de l'Outaouais. Ma question, c'est au niveau des zones inondables. Moi, dans ma municipalité, j'ai des gens qui font partie de la zone inondable et n'ont jamais, jamais été inondés de leur vie. Alors, même là, je veux dire, en 1974, quand il y a eu la super grosse inondation, ça n'a pas été inondé. Et ces citoyens-là, puis tantôt, M. Miot le disait très bien, c'est que partout où je me retrouve, je rencontre ces citoyens-là qui me posent la question, comment ça se fait qu'on est dans une zone inondable quand nous n'avons jamais été inondés et ça leur apporte beaucoup de problèmes? Ils ne peuvent pas, je veux dire, ils sont propriétaires de leur maison, ne peuvent pas construire de garage, ne peuvent pas avoir de prêt hypothécaire. Alors, mon questionnement aujourd'hui, c'est quand il y a des zones inondables, pourquoi que nous, les élus et notre population, on n'est pas appelés à cette discussion-là? Parce que je veux dire, moi-même, je veux dire, que ce soit à Grand-Remous, que ce soit à Maniwaki, il y a des endroits où c'est catégorisé de zones inondables et on ne comprend pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir? Quelqu'une? Je prendrais la balle au bon. À la CMM, quand on fait la cartographie des zones inondables, on met toujours un comité de rivière en place qui fait en sorte qu'on fait le travail avec les villes qui sont concernées ou les municipalités qui sont concernées.
il y a quelque chose de, comme je le disais tantôt, de pas très intuitif pour un citoyen dans une carte de zone inondable. Au Québec, en France, ils ont 400 ans de données. Donc, le pire qu'on a vécu, il fait partie d'une banque de données plus grande que l'événement le pire que l'on souhaite cartographier. Au Québec, ce n'est pas le cas. On veut cartographier du 350 ans alors qu'on a 50 ans de données pour le faire. Ce qui est très dur de comprendre, c'est que les cartes de zone inondable, ils représentent pire que le pire. Puis ça, là, pour le vivre avec des citoyens, puis ce moment-là, au début de chaque présentation, on le fait. Vous avez vécu 2019, qui est pas mal le pire chez nous, mais la carte, elle va aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'à notre ingénieur, on lui a demandé comment s'est déroulée la crue de 2019. C'est une succession de pluies qui s'est suivie sur un nombre de jours pendant un printemps. Puis on lui a demandé, mais on aurait-tu pu avoir une journée de plus? La réponse, c'est oui. Donc, l'événement pire que ce qu'on a vécu, il existe. Maintenant, après ça, il faut aller voir les citoyens. Parce que des fois, ce n'est pas juste de la science, c'est une réalité de terrain, c'est un comportement d'eau sur le territoire. Et nous, on a beaucoup, par exemple, il y a plein de petites cuvettes qui apparaissent un peu partout là, sur le territoire quand on fait des cartes. Bien, dans ces dialogues-là qu'on fait avec les responsables d'urbanisme dans une ville, on vient tout voir si, en effet ou pas, c'est pertinent de laisser telle ou telle zone dans une zone inondable selon le comportement de ce qu'on observe en fonction des historiques passés. Mais c'est pas évident, ce travail-là, qui a quand même comme principe d'illustrer des probabilités. Puis c'est peut-être là où c'est pas facile pour un citoyen de se positionner par rapport à quelque chose qui va au-delà de ce qu'il a vécu. Ce que j'ajouterais aussi, c'est la mémoire citoyenne, elle est super importante. Puis, on la valorise pas du tout ici au Québec. En Europe, il y a des repères de crues d'identifier un peu partout. On se promène en France, puis sur un bâtiment, au-dessus de notre tête, on voit en 1700 ou 1900, l'eau a atteint ce niveau. OK? Donc, globalement, toute la mémoire citoyenne, et c'est au-dessus de notre tête. OK? Donc, on voit où l'eau a, c'est quoi le niveau d'eau qui a été atteint, et ça, c'est comme consigné globalement. Des fois, nous, on ne l'a pas vécu, OK, mais pour une raison ou une autre, notre terrain n'a pas été inondé, mais très proche, ça a été inondé. Et juste un petit peu plus, notre terrain aurait été inondé. Fait que si on avait ces repères de crues-là identifiés un peu partout sur le territoire, ça nous permettrait de bien visualiser c'est quoi les niveaux d'eau qui ont réellement été atteints dans le passé. Pas juste le temps que nous, on a été propriétaires du terrain. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut tenir compte du risque dans sa globalité. Si mon terrain n'est pas inondé, mais qu'il est complètement isolé puis qu'il n'y a plus aucun chemin pour avoir accès au terrain, c'est quand même un risque. Donc, il faut tenir compte pas seulement du fait qu'il y a de l'eau sur mon terrain, mais mon terrain n'est plus accessible. S'il faut venir me chercher en hélicoptère ou que les services d'urgence peuvent plus se rendre, bien, à quelque part, ce terrain-là, il est aussi à risque, ou du moins pas aussi, il est quand même à risque. Il faut quand même en tenir compte de ce risque-là. Pas de la même manière, parce qu'il n'y aura pas d'eau dans le sous-sol, mais il y a quand même un risque qui est associé. C'est assez complexe, la communication avec tous ces risques-là, et aussi avec la mémoire citoyenne. Puis j'inviterais vraiment là, de faire des repères de crues sur les inondations 2019, 2017, puis même 2023 pour qu'on puisse voir, OK, c'est quoi le niveau qui a été atteint? Comme ça, on va s'en rappeler dans le futur. Mais je regarde quand vous me parlez de 2019-2017, chez nous, je dirais, il n'y a rien qui a été touché. Mais je veux il dire, faut il n'y a pas regarder eu. tellement plus loin dans le passé. Mais en tout cas, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que c'est un gros problème parce que je veux dire, ces gens-là qui vivent dans ces régions-là ne peuvent plus rien faire. Et même au niveau de nous, comme élus, si on veut faire du développement, là, ben, il faut quasiment aller le faire sur la plus grosse côte de la municipalité. Fait qu'à un moment donné, il va vraiment falloir qu'on puisse s'asseoir et regarder à des solutions par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, je prendrai une question en ligne. Après, je vais revenir à vous, monsieur. Donc,
Merci, Marc-André. Oui, nous avons une question en ligne. Dans une perspective de justice environnementale qui prend en compte les inégalités sociales comme entrée pour comprendre différentes dynamiques territoriales, dans quelle mesure cette incompréhension, ces réticences, voire ces contestations concernent, concernent plutôt les personnes favorisées? Est-ce que le prisme socio-économique est donc pertinent pour comprendre la réception des cartes auprès des habitants? Est-ce que le prisme socio-économique est comme est-ce que vous voulez rebondir sur C'est ça, ouvre la table pour. peut-être que cette question sera je ne sais pas s'il y a personne qui veut le rebondir Ben, là. c'est sûr qu'on l'a entendu dans les médias abondamment, là, on ne doit pas payer pour les privilégiés qui restent sur le bord des cours d'eau. Quand on ajoute 10 000 ménages en zone inondable, je peux vous dire qu'on n'est plus juste sur le bord des cours d'eau. Il y a des gens qui sont le deuxième, troisième, quatrième rue, et là, on touche pas mal tout le monde. Donc, il y a des municipalités moins fortunées, plus fortunées qui bordent les grands cours d'eau de l'archipel de Montréal. Oui, peut-être le premier rang de maison sur le bord a une qualité de conditions socio-économiques un peu plus favorables, mais sur les 20 000 ménages en zone inondable, c'est pas 20 000 personnes qui ont nécessairement une fortune. Et je vous dirais, ce qui est encore plus dommageable, c'est que pour certains, c'est un avoir, le patrimoine immobilier que l'on a, qui a été au fil du temps, avec beaucoup de précautions, entretenu et valorisé pour qu'ils prennent de la valeur. Et c'était normal, là. Ils étaient pour la moitié pas en zone inondable. Et là, c'est à ça qu'on vient toucher. Donc, c'est sûr que le premier rang de maison, qui sont des multimillionnaires dans certains secteurs, c'est pas à eux qu'on pense. C'est à ceux pour qui c'était le fonds de pension, le Châtelet dans l'arrière et les autres. Donc, je pense qu'il faut sortir un peu de cette approche un peu trop simpliste que parce qu'on est sur le bord de l'eau, on est avec des populations nécessairement fortunées. C'est vraiment loin d'être le cas, en tout cas, du moins dans le Grand Montréal. Peut-être j'encouragerais aussi à aller voir la carte de vulnérabilité en fait des zones inondables qui montre très bien cet exemple-là de que c'est pas tous les contextes sociaux, c'est pas tous des gens qui ont un certain revenu annuel qui se situent sur le bord des cours d'eau, là. Donc, Mélanie, tu voulais. Deux aspects. Ben, mon équipe, on est des chasseurs d'inondations et d'embarques. Quand il y a des inondations, on est sur le terrain au moment des inondations. De notre expérience, ce n'est pas du tout des gens fortunés qui sont majoritairement sur les plus petits cours d'eau. Un cours d'eau navigable, oui, probablement. C'est des gens plus fortunés, mais sur un petit cours d'eau, il faut aller voir vraiment les vulnérabilités. Ça touche toutes les couches de la société. Puis l'autre enjeu, c'est qu'il y a eu des choix qui ont été faits à l'intérieur du bassin versant, donc du remblaiement de milieux humides, par exemple. Ça, on est tous un peu responsables aussi des changements climatiques. Et puis, ces choix-là qui ont été faits de remblayer des milieux humides à l'intérieur d'un bassin versant vont affecter les gens qui sont sur le bord des rivières. Donc, il y a quand même une responsabilité de tous sur ce qui arrive maintenant sur le bord des rivières. Donc, je prendrais la question. Marc-André, est-ce que je peux réagir Ah peut-être oui, si ça te va? désolé, Richard, oui, oui, vas-y. Oui, non, mais en fait, tout à l'heure, tu as pris deux questions, une réponse. Moi, je vais répondre à deux questions. Dans cette espèce de revue de l'avancement de l'impact d'une cartographie, on dit, qu'on a fait faire, on identifiait comme un sujet de recherche majeur l'idée d'essayer de comprendre, faire une lecture basée sur les inégalités, la question des zones inondables. Je pense c'est quelque chose qui pourrait être développé et mieux compris parce que c'est une question importante. Ensuite, sur la question de la dame là, précédemment, euh, dans une autre façon de présenter le fait que des territoires n'ont pas été inondés, et pourtant ils sont pas été inondés récemment, et pourtant ils sont considérés en zone inondable, il y a une partie de la réponse qui était dans votre question. C'est-à-dire, si on ne peut pas attendre qu'un territoire soit inondé puis de défaire un quartier qui a été construit ou de modifier des lieux qui ont été touchés. Donc,
c'est clairement l'idée d'identifier à l'aide de statistiques sur des crues qui sont assez rares. Et c'est absolument normal d'identifier un territoire en zone inondable, même s'il n'a pas été inondé récemment. C'est très dur à expliquer, c'est très dur à communiquer, mais c'est le fondement de ce que c'est qu'une zone inondable. C'est un territoire qui est identifié à l'avance. On appelle ça une zone inondable, non pas une zone qui a été inondée. C'est une zone qui pourrait être inondée. Et quelquefois, ça l'a vraiment déjà été, d'autres fois, ça pourrait l'être. Merci beaucoup. Donc, je prendrai la question dans la salle. Oui, monsieur. Oui, merci. Luc Mercier, météorologue à la retraite. Allô, Joanne. Pour revenir sur la madame, la maison que j'habite présentement à Laval a été bâtie en 1976. Il n'y avait jamais eu d'inondation et on a eu le baptême de l'eau le 9 août dans mon sous-sol, 20 cm d'eau. Donc, c'est pas parce que c'est pas arrivé dans les 50 dernières années que ça n'arrivera pas demain matin. Ceci étant dit, il a été dit, je ne sais pas qui l'a dit tantôt, que la cartographie, ce n'est pas de la science, c'est plus un objet qu'on regarde mais il y a beaucoup de science derrière la cartographie. La grande question que j'ai derrière ça, et en fait, il y en a deux. Un, on disait que le cycle des cartes est au 10 ans, minimalement. Est-ce qu'il y a des plans pour augmenter la fréquence dans un contexte où on voit que les dernières années ont été extrêmement intenses depuis 2017 et même un peu avant? Est-ce qu'on prévoit, est-ce qu'on a les fonds? Parce que ça coûte évidemment beaucoup de sous. Ça, c'est une chose. Et là, le corollaire à ça, c'est cette carte-là, ces cartes-là, est-ce qu'il y a des leviers, des mécaniques qui font en sorte on va s'assurer que les décideurs, qu'ils soient corporatifs ou qu'ils soient municipaux ou gouvernementaux, vont prendre des décisions éduquées par rapport à ces cartes-là dans le futur. On peut pas changer la réalité d'aujourd'hui, mais s'assurer que les municipalités font œuvre utile dans leur développement de leur municipalité et qui ne vont pas autoriser encore des constructions dans des zones inondables ou tout près, juste à côté, sachant très bien qu'en selon les principes de changement climatique, là, ça n'ira pas en s'améliorant de ce côté-là. Donc, Merci beaucoup pour votre question. Donc, pour deux questions ici, le renouvellement des cartes, peut-être je passerai la parole à Richard. Oui. Ben, c'est ça, vous l'avez bien noté, là, le cycle obligatoire qui est décrit dans la loi, la LQ, la loi sur la qualité de l'environnement, c'est 10 ans. Mais c'est tout à fait possible de mettre en œuvre la carte à d'autres moments quand il y a des éléments déclencheurs. Là. Il y en a une liste que je ne connais pas par cœur là, qui implique qu'il y a un coup d'œil qui peut être jeté à la carte actuelle, se demander si elle est encore valide. Et si on peut la modifier. Mais vous avez bien mentionné et bien pointé le fait que c'est quand même un exercice majeur qui prend du temps. Il faut avoir des données, il y a beaucoup de travail à mettre sur ça. Au Québec, on a parlé tout à l'heure du fameux 25 000 km de cours d'eau. On a un territoire immense et puis notre population est assez dispersée. Il a fallu mettre en œuvre des méthodes nouvelles sur le plan de la technique. Certaines ont été décrites par Mélanie pour être capable de couvrir ce territoire-là dans un délai raisonnable. Et ce délai raisonnable-là, ben, il n'est pas loin de ressembler à 10 ans. Je le dis sur l'intuition, là, on ne l'a jamais fait, ce deuxième cycle, là, mais sur l'intuition d'être capable de regarder tout le Québec et d'en produire une nouvelle cartographie et la mettre à jour, ce n'est pas quelque chose de court. Donc, ça va être un équilibre entre se demander si il y a des éléments qui font que la carte elle est probablement désuète et il faut agir, puis notre capacité collective à faire le travail. Puis là, on ne parle pas juste d'argent, on parle presque de ressources humaines au sens général. Est-ce qu'au Québec, on a assez d'ingénieurs? Est-ce qu'on a assez de spécialistes? Pour être capable de répondre à ce besoin-là? On l'a atteint presque le maximum dans ce cycle-ci, là, sur le plan des ressources, de la disponibilité de spécialistes. Donc, les ressources humaines, Mélanie, tu voulais... Juste ajouter sur ce niveau-là, en Europe, là, leurs cartes sont super, puis ils sont mis à jour et tout. Mais l'Angleterre, là, c'est plus petit que le bassin de l'Outaouais. C'est sûr que c'est plus facile, là. On est très fiers de notre ressource en eau. On est 3 de la ressource mondiale et tout. Mais faire une cartographie à l'échelle du Québec,
c'est du travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on n'aura pas de pause. On ne pourra pas attendre le prochain cycle. Si on veut les mettre à jour, il va falloir continuer constamment. Et c'est pour ça que c'est vraiment une bonne nouvelle que le risque ait été renouvelé pour les 4 ans, puis on va espérer que ça continue parce qu'on n'aura jamais fini. Peut-être, je rajouterais, Nicolas, tu voulais Moi, rajouter? j'aimerais quand même prendre le temps de répondre à la deuxième partie là, sur les autorisations en zone non-dame. Je pense que j'aimerais quand même prendre le temps de déboulonner un mythe qui est quand même assez tenace, que les villes du Québec, les municipalités du Québec là, s'amusent à donner des permis en zone non-dame. On a hérité pour la première fois d'un cadre en 1987. Il y avait déjà amplement de maisons, surtout des vieux chalets, là, situés dans la zone non-dame. Et on a toujours créé des encadrements qui sont non confiscatoires. On veut permettre à la personne de jouir de son bien dans une logique de droits acquis. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on a accumulé de la valeur en zone inondable, mais on ne peut pas, comme municipalité, sur la base d'une compréhension des changements climatiques, venir dire à un citoyen, ah, t'es juste de l'autre bord de la limite, mais à cause des changements climatiques, je vais t'empêcher de jouir de ton bien. On ne peut pas faire ça. C'est pas mal plus compliqué que ça. Donc, l'héritage qu'on a, c'est un héritage qui, oui, il y en a eu, mais c'est anecdotique, là, le nombre de maisons qui ont été construites alors qu'elles n'auraient pas dû l'être en zone inondable par rapport à ce que l'on vit présentement. Sur les 20 000 ménages dans du Grand Montréal, la grande majorité se sont construits légalement. C'est juste que là, les cartes bougent, boum, ça met plein de monde qui était tout correct, mais en zone inondable. Et c'est ça que l'on doit gérer comme problème, un problème majeur. Et le problème là, ça, c'est que on porte un cadre réglementaire là, qui est en évaluation, mais ce cadre réglementaire-là lui-même n'est pas confiscatoire. Même ceux qui sont dans le 0-2 ans, le cadre réglementaire ne sert pas à venir leur confisquer leurs biens. C'est d'autres mécanismes qui vont devoir être mis en place, programme de relocalisation, stratégie de relocalisation. Et ça, ce n'est pas dans un règlement qu'on fait ça. C'est à côté qu'on fait ça par un programme qu'on va devoir mettre en place. Et sans doute qu'on n'aura pas le choix de le mettre en place. Depuis les inondations de 2017-2019, on a pris des décisions, mais c'est des décisions qu'on a laissées au jugement du propriétaire. On a dit au propriétaire, tu as une indemnisation, elle est capée maintenant à 100 000 pour des réparations, puis on a offert de racheter dans Grand Montréal à des valeurs moindres que la valeur au rôle, donc même pas la valeur marchande, mais moindre que la valeur au rôle. Mais on a remis à un citoyen qui a, par exemple, une maison qui vaut 500 000 le choix de se faire racheter pour 325 000 par le gouvernement, donc d'assumer lui-même la perte de valeur. En plus de ça, il faut qu'il détruise sa maison, il faut qu'il remette le terrain en état. Donc, le 325 000 qu'on lui donne, ils font encore un petit peu. Donc, on a remis ça entre les mains de décisions individuelles dans le cadre de choix qui économiquement ne font pas de sens. Je mets n'importe qui ici là, au défi de dire parfait, je renonce à la moitié, au tiers de mon fonds de pension. Personne ne va prendre cette décision-là. Non, ça, je comprends. C'est là que je parlais du fait accompli. La situation actuelle, ça va être des décideurs il va y avoir des mécanismes en place. Je parlais surtout pour, en fait, comment on va pouvoir travailler avec les décideurs, les corporations, pour s'assurer que la situation actuelle ne se reproduise pas dans 25 ans. Alors que les villes, on s'entend, là, cherchent tout le temps à augmenter leurs revenus fonciers et compagnie, et qui vont peut-être tenter par le diable de dire, ben là, ça va être plus rentable, ben on va les coller. C'est ça. On sait que les maisons en bordure de cours d'eau sont plus, toutes choses étant égales, là, dispendieuses qu'en plein milieu d'une forêt, ou à peu près. Donc, comment on va faire pour s'assurer que les décisions prises par la municipalité, dire que je peux bâtir là, mais pas ici, que la ligne, la science qu'on a mis sur pied et qu'on continue à amener va être respectée pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans 15 ans, 20, 30 ans à retomber dans le même piège, je peux dire. Peut-être je rebondirais. Est-ce qu'on est déjà en train de travailler sur les produits cartographiques les prochains, en fait?
Réponse non. On a un combat déjà pour compléter l'ensemble des produits cartographiques actuels. Mais tu sais, une partie de la réponse qui vient de la salle, là, c'est euh, il y a un geste extrêmement concret là, qui se déroule maintenant, là, qui est celui d'une consultation autour d'un règlement qui vise à impliquer des normes de construction en fonction et d'utilisation du territoire en fonction de 4 catégories d'intensité d'aléas, très élevées, élevées, modérées, faibles, avec euh, un certain nombre de caractéristiques sur la façon où tout ça devrait être mis en œuvre et implanté. Mais ça, c'est clairement un geste dans la direction de ce que vous évoquez, c'est-à-dire quelque chose qui impose une façon d'assurer une utilisation de la plaine inondable qui va répondre à un certain nombre de normes. Et ça, c'est en consultation encore pendant 10 jours. Là. Il y a un moment aussi pour ceux qui veulent réagir sur sur ce règlement-là, encore pour donner votre avis. Ah, c'est en partie une réponse à votre question. Merci beaucoup. Donc, en fait, il resterait 2 minutes à cette table ronde. Je ne sais pas s'il y a une question brûlante. Oui. Ah, ben, peut-être, là, je vois. Alors, je vais la brûler la question pour Richard. Pour moi. Dans les prochaines générations de cartes, Oui. s'il vous plaît, pouvez-vous inclure aussi, tu parlais beaucoup d'ingénieurs, d'hydrologues et tout ça. Il n'y a pas eu de météorologue véritablement impliqué dans les premières générations de cartes. Les précipitations qu'on a reçues à la suite de débit n'ont sur aucun modèle que vous avez utilisé pour produire les cartes. 154 mm à précipitation à Montréal, 220 à la Noret, il n'y a aucun modèle global qui a été utilisé pour faire cette cartographie-là, qui a été inclus dans cette inondation. Puis en plus, on l'a mentionné, ce n'est pas juste des débordements de cours d'eau. Donc, la science aussi avance d'un point de vue météorologique. Il y a des spécialistes dans le domaine du climat et aussi des météorologues dans les universités québécoises. Peut-être ce serait l'occasion justement de les impliquer dans les prochaines cartographies. Et aussi, je vais insister là-dessus, les inondations qu'on a vues cet été, l'année dernière, en 2023 à Montréal, n'ont pas été évidemment, encore une fois, ce sont des facteurs de précipitation extrêmement intenses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une récurrence partout à travers le monde de phénomènes qu'on n'avait jamais vus. Peut-être ce serait, et j'aimerais ça t'entendre, Richard, là-dessus, l'occasion d'accélérer le processus de renouvellement de ces cartes-là, parce que 10 ans, c'est très long d'un point de vue météorologique et climatique, surtout en ce moment. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, oui. Ben, tu sais, d'abord, Philippe, on va se revoir dans 15 ans et puis on va encore être capable d'identifier des choses qui n'auront pas été intégrées, hein, parce que c'est ça le processus. On ne peut pas tout mettre en place d'un seul coup. Des météorologues, il y en avait à travers le réseau d'Ouranos. Est-ce qu'il y en avait assez? Probablement pas, hein. C'est quelque chose, je pense qu'il faudrait amener plus de collaborateurs de différentes spécialités. La génération de cartes d'avant, elle était faite à 100% par des ingénieurs. Là. Maintenant, il y a des équipes multidisciplinaires. Là. Ça inclut les hydrogéomorphologues. La question des changements climatiques sur les crues intenses à petite échelle, c'est quelque chose qui est fortement dans les cartes actuellement. Il y a des augmentations très fortes basées sur la compréhension des changements climatiques. Donc, les événements dont tu parles, effectivement, il n'y en avait pas dans les données, mais il y en a quand on regarde le futur avec les changements climatiques. Donc, ils apparaissent de cette manière-là. Euh, donc, et ton dernier élément, c'était au niveau de la... Ah oui, oui, l'idée de 10 ans qui est un peu long, là. Tu as tout à fait raison. 10 ans, c'est quelque chose d'un peu pratique. C'est une durée qui permet d'avoir le temps de faire des choses. C'est pas pour rien qu'on regarde, quand on détermine les zones inondables, là, c'est pas pour maintenant, là, c'est pas pour le passé, c'est pour le futur. Et quand on regarde vers le futur, ben, on essaie déjà d'anticiper le fait qu'il va y avoir ces changements-là. Donc, une partie de la réponse à ta question aussi qui est là-dedans, on peut tenter d'augmenter le cycle de vitesse, mais le mieux, c'est d'essayer de deviner deviner par la science, ce qui s'en vient dans le futur, pour essayer d'intégrer dès maintenant pour que dans 10 ans, on ne soit pas trop désuet. Fait que c'est à peu près ce que je peux répondre là-dessus. Puis c'est un excellent sujet de discussion à passer. On pourra avoir sûrement la chance de s'en parler.
Merci, Nicolas. Oui, mais très très court. rapidement, c'est qu'on le fait déjà, hein. Nous, on a un réseau de stations de mesure. On a capté le signal de débit pour les rivières d'Émile-les-Prairies, Lac-des-Deux-Montagnes. On voit une pointe, mais qui est loin d'être aussi grande que c'est le cas pour les crues printanières. Or, la rivière Saint-Jacques sur la rive sud, petit cours d'eau, plaine agricole, il a dépassé le 350 ans, là, mais facilement. Donc, et c'est les villes qui nous ont impliqués, qui nous ont interpellés en disant, l'avez-vous vu? Oui. Qu'est-ce qui arrive avec la carte? Est-ce qu'on la met à jour? Donc, on est déjà pour les cours d'eau pour lesquels on a mis en place la structure classique, c'est une structure de modélisation hydraulique, là. Mais ça, on les capte et on pose un jugement, je vous dirais, le lendemain matin, là, à savoir si la carte que l'on a, est-ce qu'elle tient la route ou pas. Mais là, il va falloir que le monde de l'urbanisme apprenne à vivre avec des cartes qui bougent. Ça, c'est un autre enjeu. Apprendre à vivre avec des cartes qui bougent. Mais je pense que ça va être le mot de la fin. Donc, je vous remercie en fait d'avoir assisté à cette première table ronde, là. Donc, j'espère que vous pourriez assister vous allez assister aux deux prochaines tables rondes. Donc, en fait, on voit que les changements climatiques posent un défi. L'aménagement, la façon qu'on a aménagé notre territoire aussi, bien entendu, la façon qu'on a vécu il y a les 60 dernières années. Je tiens juste à souligner que les cartes des zones inondables, c'est un travail colossal. On l'a vu, ça a poussé beaucoup de personnes à leur maximum. Mais il reste évidemment plusieurs défis à tenir en compte, là, que ce soit l'intégration de d'autres aléas, l'appel à la science citoyenne. Puis, dans le fond, on est juste au tout début. Là, on apprend tout juste à vivre dans ce contexte de changement climatique et d'inondation. Les inondations vont beaucoup nous enseigner sur probablement d'autres aléas. Donc, je vous remercie beaucoup et au plaisir de se croiser plus tard. Bye. Je remercie les panélistes aussi vraiment beaucoup. Oui, c'est ça. J'allais faire. Merci beaucoup, M. Turcotte, Mme Trudel, M. Milo, et merci beaucoup, Marc-André.